Télérama, en direct du Festival de Cannes. 8e jour de Cannes, toujours du pavillon Unifrance Film. Alors au programme, 2 films, Les Proies de Sofia Coppola, Le Rodin de Jacques Doyon. On restera d'ailleurs sur Rodin avec l'interview du jour que nous a accordé Vincent Lindon. Guillemette Odissino nous parlera d'un coup de cœur pour un film franco-italien qu'elle a vu à un certain regard. Et Thierry Frémaux nous parlera de La peur de l'échec. Tout un programme. Guillemette et Samuel, bonjour. Toujours là, toujours fidèles. Bonjour. De plus en plus fatigués, non oh oui, non, une forme olympique. Mais vous avez l'air, mais je dois vous dire que vous avez l'air. Donc, on va commencer par Les Proies. Les Proies, donc, c'est un film de Sofia Coppola, mais pour dire les choses, les cinéphiles se souviennent qu'au milieu des années 60, ça a été aussi un film de Don Siegel, avec Clint Eastwood, et c'était un film, enfin je veux dire, comment dire, ça a marqué la carrière de Clint Eastwood parce que c'était un rôle qu'il n'avait pas l'habitude de jouer en quelque sorte. Bah, disons que ça entamait sa virilité triomphante. Voilà. Avant même que, enfin je crois que l'inspecteur Harry était sorti juste avant ou allait sortir, mais alors même qu'on était prêt à le traiter un peu de gros mec macho facho, Don Siegel s'était occupé de nous dire que c'était pas si simple. Voilà, pas si simple. Voilà. Alors, je résume la situation du film, qui n'a pas changé, parce que c'est un remake très fidèle. On est en pleine guerre de sécession. Presque toutes les pensionnaires d'une institution sudiste pour jeunes filles bien sont partis. Restent quelques élèves, et sous la direction donc de la directrice, qui est interprétée ici par Nicole Kidman. Et puis, une des pensionnaires trouve un soldat, un caporal blessé, qui est interprété par Colin Farrell, et c'est là que tout commence entre ces femmes esseulées et ce militaire blessé, mais néanmoins viril. Extrait du film. Miss Martha! Miss Martha! Girls, we all need your help. Quickly, he's losing blood. I pray that the Lord see fit to restore the health of the wounded soldier. We ask for your protection over our school, and we pray that we will be kept from harm throughout the night. Amen. Seems like the soldier being here is having an effect. If you could have anything in the world, what would it be? To be taken far away from here. We can show him some real Southern hospitality. Corporal McBurney's stay here has taught us all a very important lesson. Can I get you anything? The enemy is not what we believe. Pensez-vous de ce remake? La seule chose que je peux dire, c'est qu'il me semble dans mon souvenir que le film de Don Siegel était très âpre, très rude. Je me souviens d'une scène où Geraldine Page sciait en quelque sorte la jambe. Ah bah pas en quelque sorte. Ah bah en quelque sorte sciait, mais c'était assez pénible. Là, c'est un tout petit peu plus aseptisé, ne fût-ce que dans la photo qui est très lumineuse, très belle. Ce pensionnat pour jeunes filles est éclairé comme une sorte de conte de fées. Guillemette. Ouais, enfin un conte de fées quand même relativement morbide. Je suis d'accord. De toute façon, comme beaucoup de contes de fées. Hein. Comme beaucoup de contes de fées et comme beaucoup de films de Sofia Coppola, qui ont toujours comme ça des lumières. Bon, on pense un peu aussi à la même lumière que Virgin Suicide, c'est-à-dire c'est une lumière poudreuse, comme ça, poudrée, flottante, c'est magnifique. Il y a la lumière qui passe entre les arbres, etc. Un peu trop, peut-être. Et en fait, non moi je trouve ça très très beau. Oui, et même les compositions de toutes ces jeunes femmes avec leurs petites robes avec des cols en dentelle et des corsets et tout, on se croirait dans des gravures du 19e siècle. Moi je trouve ça d'une beauté absolue. Mais donc le mal est quand même à l'intérieur de cette beauté qui poudroie. Et alors c'est un film passionnant parce que c'est un film, je pèse mes mots, je le fais exprès, à la fois féministe et misogyne.
C'est compliqué, mais enfin, moi vraiment je le prends comme ça. C'est-à-dire qu'en fait c'est un film qui est féministe dans une acceptation étrange. C'est que Sofia Coppola en fait vraiment tire à fleuret moucheté sur la bêtise des femmes. Parce qu'au départ, vraiment, tout commence à se déglinguer. Bah oui, parce qu'on a affaire à un espèce de petit poulailler avec des mines. Elles sont toutes désireuses. Elles mettent leurs mains dans leurs cheveux. C'est pas elles parlent trop, un là peu. Aussi, Guillemette, parce que vraiment, ce sont des dindes quand même là. Elles sont oui, mais faut avouer que faut avouer que le corps, à l'époque c'était Clint, mais là le pas corps. mal, hein. Ah bah il est pas mal. Puis, le corps de ce soldat du Nord qui débarque dans cette petite, disons, ce petit poulailler très chic, ça fait quand même son petit effet. Mais comme elles sont finalement complètement fascinées et elles en deviennent idiotes, du coup, lui va évidemment devenir beaucoup plus con qu'il s'était prévu et ça va se gâter. En fait, c'est un film sur le fait que quand on est bête des deux côtés, femmes et hommes, bah ça finit très mal, quoi. Oui. Moins par mois, ça fait pas plus. Hein, parce que moins par mois ne font pas plus. Ah, pas du tout. Non, il y a personne pour. Féministe, moi j'ai du mal à suivre. J'ai un peu plus de mal à le voir. Le misogynie, oui, ça c'est clair, comme dans le premier film. Après, le problème de ce film-là, tout dépend si on a vu ou pas le film de Siegel. On discute avec les collègues qui ne connaissaient pas le film. Ils ont trouvé le film de Sofia Coppola très bien, et c'est vrai qu'il est pas mal du tout. Il est bien. Le seul problème, c'est quand on a vu le film de Siegel, il est un peu pâle quand même à côté, parce que dans le film de Siegel, on sentait une vraie tension érotique, qui est quand même le sujet de ce film, puisque c'est un monde, un gynécée qui n'a pas vu d'homme depuis peut-être 3 ans, quoi. Et d'un seul coup, il y a Colin Farrell qui débarque là-dedans. Je comprends qu'elle soit un peu affolée. Mais le problème, c'est qu'on ne sent pas vraiment l'affolement des sens des. Oui, mais beaucoup moins. Alors, dans le film, l'éponge qui s'attarde sur la oui, cuisse. mais justement, c'est un peu lourdeau, ça. Et moi, j'ai le souvenir du film du Siegel où c'était en permanence. Très brutal. Et vraiment une tension sexuelle hyper inquiétante tout le temps. Là, ça reste quand même assez comment dire, assez sage, quoi. Oui, assez petite fille modèle. Assez petite fille modèle, quoi. Mais... Et donc, parce que je pense que Sofia Coppola a du mal aussi. Elle est tellement habituée à ces univers de jeunes filles qu'effectivement, on met le loup dans la bergerie, elle a du mal à filmer ça, quoi. Mais moi, est-ce qu'elle a du mal à filmer ça? Ou est-ce que vraiment c'est aussi un autre sujet du film? Là aussi, en fait, moi, je trouve que c'est vraiment le pendant de Virgin Suicide. C'est un truc sur le mal-être existentiel des nanas, en gros. Et même le sexe est un ennemi, en fait. Donc, chez Don Siegel, le sexe provoquait la violence. Là, c'est plus ou moins la difficulté de passer à l'acte qui provoque la violence. Donc, je trouve ça aussi intéressant, presque dans sa manière de pas vouloir voir le sexe, quoi. Je suis d'accord, mais ça me paraît pas tout de même qu'ils mettent un film féministe, parce que ou alors on met le mot féministe. C'est un film féministe d'une jeune femme assez snob qui, elle, étant intelligente, croit pouvoir se permettre de dire que il arrive que le genre féminin soit un peu idiot. Alors, c'est vrai qu'on peut le prendre très mal. Non, mais c'est vrai. Non, mais on peut le prendre très mal. Moi, je serais une nana, je le prendrais pas bien. Oui, mais alors justement, parce que le mec, il est peut-être macho, il est odieux et tout, mais à la limite, il est quand même nettement moins con qu'elle, quand même. Bah, sauf quand il se débrouille très très mal. C'est vrai que toutes les femmes sont à ses pieds, il se débrouille pour se faire avoir quand même, quoi. Donc, ça aurait pu très bien se passer. Elles auraient pu toutes comme ça tourner autour de lui dans un ballet magnifique jusqu'à la fin des temps. Il serait jamais retourné nulle part. Il serait resté là-dedans comme un coq dans la basse-cour. Mais là aussi, c'est vrai, il fait l'erreur. Il provoque la jalousie féminine. Mais quel con, alors. C'est ça. Ben, ça sera pour un 3e remake des Proies. Et on va passer au 2e film du jour. Alors, ce 2e film du jour, c'est Rodin de Jacques Doyon. C'est le retour de Jacques Doyon à Cannes après des années d'absence et surtout un scandale qui avait fait vraiment grand bruit à l'époque de La Pirate, film avec Jane Birkin, qui avait été sifflé, mais de la première à la dernière minute. Jane Birkin raconte encore, et Doyon aussi, combien on leur avait craché à la gueule le soir. Enfin, c'était un... Alors, j'espère pour eux que ça ne sera pas pareil. Donc, ça risque pas, là. Je ne pense pas. Donc, Rodin, ce n'est pas une bio classique de Rodin, bien qu'il y ait l'histoire avec Camille Claudel, bien qu'on voit des personnages célèbres autour de lui qui l'encouragent. Mais c'est un film interprété donc par Vincent Lindon, Isia Higelin et Séverine Canelle. C'est un film sur le travail, sur le boulot, extrait du film.
hiérarchie des matériaux, c'est l'or, puis le bronze, la pierre, le bois, et enfin la terre. Mais moi, j'ai inversé cette hiérarchie. Chez moi, c'est la terre qui vient en premier. Alors, Doyon, Samuel, tiens. Alors moi je crois que je vais être un petit peu entre vous deux, si j'ai bien suivi les débats. Alors ça démarre très très fort, vraiment une scène extraordinaire, une des plus belles qu'on a pu voir à Cannes cette année, de présentation de l'atelier de Rodin, et Rodin, comme tu disais, au travail. Mais au travail et vie privée se mélangeant dans un plan séquence qui a duré 7-8 minutes où la caméra parcourt toutes les pièces de l'atelier, c'est splendide. Il y a 2-3 autres scènes comme ça vraiment très fortes sur la création notamment, sa relation avec Camille Claudel que joue Isa Higelien. Après, je trouve que le film tombe parfois dans un certain académisme, notamment quand tu parlais les rencontres avec les personnages célèbres. Alors là, c'est vraiment du mauvais téléfilm, quoi. C'est bonjour Monsieur Mirbeau, bonjour Monsieur Clémenceau. Je t'accorde que c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le film. C'est Rilke à la cathédrale de Chartres. Enfin voilà, donc là. Et là, tout le problème justement de réalisme, de mise en scène naturelle qu'on pouvait avoir avant, là tombe à plat dans ces scènes qui font vraiment musée Grévin, quoi. Et c'est ça qui me gêne dans le film, c'est qu'il n'arrive pas à tenir tout le temps le pari d'un film vivant sur un créateur disparu, quoi. Avant de donner la parole à Guillemette, juste pour répondre, je suis tout à fait d'accord qu'on serait passé de bonjour Monsieur Mirbeau, ça sert à rien. Ça dure quand même 5-6 minutes sur 2 heures. On les revoit quand même. On les revoit, mais on les revoit peu, et je vais revenir après avoir donné la parole à Guillemette sur ce qui paraît la force du film que j'ai déjà dit, mais je vais y revenir. Guillemette, alors toi tu aimes Doyon? Oh, j'aime énormément Doyon. J'aime Doyon pour sa violence, j'aime Doyon pour sa manière, justement, lui, quand il est au travail, de, justement, sculpter ces sujets, sculpter cette glaise-là, balancer même ses acteurs dans la boue s'il le faut, etc. Et alors là, en date qui s'appelait Mes séances de lutte. Ah, Mes séances de lutte. C'était ça. C'était des corps, certes pas sculptés, mais qui eux-mêmes se remplissaient de boue pour vivre plus, pour vivre fort. Enfin, c'était magnifique. Et alors là, il a tout sous la main quand même. Donc il a la notion du travail, la notion du créateur en pleine création. Il a de la pierre, de la glaise, tous les matériaux possibles à sculpter. Et c'est d'une froideur, d'une absence de sensualité. Mais tu peux pas dire ça. Ah non, mais moi ça, mais ça ne m'a fait aucun effet. Mais c'est pas une question de sensualité, c'est une question quand même, un sculpteur au travail. Surtout un sculpteur comme Rodin. Surtout un sculpteur comme Rodin, un monstre comme Rodin, avec des nus partout dans son atelier, puis en plus même après ceux de Camille Claudel, des corps qui normalement justement, se tordent, s'attrapent, se distordent, et là, oui, de temps en temps, effectivement, très beau plan séquence, etc. Mais alors, on est loin là-bas, là. C'est comme si là-bas, il y avait la porte du musée qui s'ouvrait. Je ne suis pas d'accord. Ah non, mais c'est pas possible. La séquence de ce que j'appelle le manteau, qui est une robe de chambre, je crois, quand on voit, il est en train de sculpter son Balzac que personne n'aime, et puis il lui met sa fameuse robe de chambre. Voir Vincent Lindon le faire, c'est-à-dire mettre en effet les mains dans la pâte et puis le secouer le manteau, parce qu'il faut qu'il soit imprégné de plâtre et bien, et c'est lourd, et ça pèse. Et moi je trouve qu'on montre un sculpteur au travail. Ah ça oui, non, mais ça il le montre au travail. Après, est-ce que c'était une bonne idée de montrer justement, de se focaliser sur la sculpture de Balzac, qui est très célèbre, qui est celle qui marque l'entrée dans la modernité, c'est vrai, mais Rodin a fait des choses beaucoup plus sensuelles, quoi. Et je pense que c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être pas le bon choix, quoi. C'est-à-dire que... Mais il me semble que nous attendons quelque chose de Rodin, mais que Doyon nous donne pas, mais ça veut pas dire qu'il nous donne pas ce qu'il nous donne. Moi je pense qu'il a aussi voulu faire un film sur, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais sur l'ego de l'artiste, sur son narcissisme. Et c'est vrai que du coup, cette statue-là, énorme, qui est rejetée par tous, sur laquelle il fait une obsession, qui va finir à un moment même dans son propre jardin, parce que comme ça au moins, il aura sa création monstrueuse devant lui. Oui, alors oui, c'est aussi une réflexion sur regarder l'œuvre.
Mais regardez le cinéaste au travail. C'est vrai que je veux pas oui, dire mais comme une ton seconde. manteau qui trempe dans le plâtre, l'œuvre là, elle est empesée, elle pèse lourd. Hein. Mais elle pèse. Mais non, c'est magnifique. Le contraire, cette espèce de façon qu'il a de montrer à la fois que ça peut être dur, que ça peut être terrible. Et moi, j'aime bien la dualité de Rodin, qui il fait un monstre, mais aussi un type qui doute, qui ne veut pas foncer, qui a peur, qui s'enfuit dès qu'on le provoque. Et c'est ça aussi l'important. On voit pas beaucoup le côté monstrueux de Rodin. Alors, peut-être que je trouve que l'interprétation, il n'est pas mauvais du tout, Vincent Lindon. Mais on sent que lui, il a voulu justement, aussi monstrueusement possible qu'il soit en tant qu'acteur, faire dans le détail, le minimalisme, 3 heures sur un morceau de moustache, etc. Donc, résultat, même ce côté comme ça, monstre sacré, n'apparaît pas. On a l'impression qu'il le garde à l'intérieur. Il a évité ce cliché, justement, du Rodin. Oui, enfin, que tout le monde quand c'est attendait. Gérard Depardieu qui fait ce cliché, comme tu dis, c'est quand même... Enfin, oui, on est projeté au mur. Depardieu jouait dans un très mauvais film aussi, qui s'appelle Camille. Oui, qui vibrait. Le problème, je pense que son interprétation, effectivement, est très correcte, mais trop appliquée. Et c'est le problème que je trouve parfois dans certaines scènes du film. C'est trop appliqué. Ça va lui faire plaisir. Et je propose de continuer tout de suite, puisque notre invité pour l'interview du jour, c'est précisément Vincent Lindon, qui va nous expliquer comment il a abordé Rodin. Avant de penser être un artiste, mon ambition c'était d'abord d'être un bon ouvrier. Il y a un Rodin qui est une machine de guerre, qui est un être très fort, incroyablement directif, et qui parle à ses statues, et qui peut dire à son Balzac, cette fois je te tiens, et qui parle, qui donne des ordres. Cette fois je te tiens. Et puis il y a un autre Rodin, qui est j'allais dire un pleutre, non, mais pas loin, qui a une petite teinte de lâcheté, une petite teinte de volerie, qui ne supporte pas les remous, les vagues, pas de vagues, surtout pas de vagues. Pas de vagues, qui prend très peu la parole en public, qui a extrêmement peur de l'assistance. Et ce Rodin-là, il parle dans sa barbe. Et on comprend pas toujours tout ce qu'il dit. Mais c'est voulu. J'ai envie qu'on m'entende, et en même temps, ça m'arrangerait qu'on m'entende pas. On est dans le cerveau de Rodin, on est dans les mains de Rodin, on est dans le regard de Rodin. Mais en fait, c'est un metteur en scène sculpteur qui sculpte un acteur en train de sculpter. C'est incroyable. En fait, c'est un fantasme de Doyon. Il ne m'a jamais dit j'aimerais bien que ça soit ta vraie barbe. Jamais il m'a dit j'aimerais bien que tu prennes des cours de sculpture, mais très très intensifs. Jamais il m'a dit j'aimerais bien que tu aies une blouse toute sale. Non. Mais il m'a poussé à faire ça. Parce qu'en fait, il m'a dit, je te préviens, je vais faire un film en plan séquence. Mais là, en plan séquence, ça veut dire que le cinéma n'est pas là. Ça veut dire que ça n'est pas découpé. Mais si ça n'est pas découpé, ça veut dire qu'on lance un message au spectateur qu'il n'y a pas de caméra. Mais donc, c'est pas un film. Mais s'il n'y a pas de caméra et que c'est pas un film, mais alors c'est qu'on est vraiment à l'époque. Mais alors c'est la vraie vie. Mais alors quand je vais faire les choses, c'est vraiment Rodin qui va le faire. Ah oui, mais là... Mais alors comment je vais faire ? Ah mais je peux pas m'enlever la barbe tous les soirs, c'est pas possible. Parce que sinon ça va me rappeler sans arrêt que je ne suis pas Rodin. C'est un rappel à l'ordre, donc il faut que je sois Rodin, donc il faut que j'ai la barbe. Oui mais là il va me filmer pendant 5 minutes, mais alors donc il va me filmer en train de sculpter. Oui, mais là il faut sculpter. Et je me souviens, il n'y a pas très longtemps, on n'en a jamais parlé. Il n'y a pas très longtemps, je lui dis mais, je voudrais poser une question. Il me regarde, il me dit oui. Je dis mais, si tu m'as jamais demandé de me laisser pousser la barbe. Donc, rien que la question, déjà, il me fait... il tombait des nues, hein. Il me fait, non. D'une normalité, hein. Non. Je dis, mais si je l'avais pas laissé pousser ma barbe. Il dit, mais je comprends pas ce que tu me dis. Je dis, mais si je l'avais pas laissé pousser ma barbe. Il dit, non, c'était impossible, je savais très bien que tu avais laissé pousser. Je dis, mais ça t'inquiétait pas de savoir si j'allais démarrer en janvier pour qu'elle soit assez longue en mai, ou en février, ou en décembre. Oh non. Non, je te fais confiance, pas quand je te dis que t'étais Rodin, t'étais... Après tu te débrouilles, mon vieux. Ils mettent un petit coup de cœur pour un film. Mais Pierre, un petit coup de cœur. Même un gros coup de cœur. Et pour un film, une fois de plus,
qui est à un certain regard. Je ne le dirai jamais assez jusqu'à la fin de ce festival. Vraiment, la sélection d'un certain regard est vraiment intéressante, très éclectique. Pour dire la semaine de la critique aussi, Ah, je mais crois bien sûr, savoir bah que oui, la mais- Casette aussi. Non, mais c'est pas du tout pour. Voilà. Chacun sa zone. Moi, Absolument, ma zone, elle est très très bien, je trouve. dis-nous. Après la guerre, de Anarita Zambrano, premier film. C'est chouette ça aussi, que le certain regard, souvent, on pense à des auteurs plus établis, pas très connus, mais établis. Là, c'est une jeune cinéaste. Et le sujet est vraiment passionnant. D'après la guerre, c'est, vous savez, les terroristes italiens, souvent des brigades rouges, etc., avaient été, François Mitterrand leur avait promis une espèce d'asile politique, mais rien n'était signé, il n'y avait aucune loi ni rien, mais il les avait accueillis. Donc certains sont venus vivre en fait des vies pacifiées et normales en France. Et puis après cette promesse, flouf, bien des années après, cette promesse a été levée. Donc certains terroristes, on pense de toute façon, on a toujours le nom de Battisti Voilà, à la bouche, se sont retrouvés en fait, après avoir construit des familles, après avoir eu des enfants en France et tout, se sont retrouvés dans la position d'être des fuyards. C'est ça. À nouveau. Et ça raconte ça. C'est l'histoire donc d'un terroriste qui a tué, vraiment, qui a tué en Italie, et qui a été installé en France depuis très longtemps. Il a une fille. Cette fille est pas très au courant, un peu, mais même le film ne le dit pas, c'est assez joli cette manière de flotter autour de ça, mais elle sait quand même que papa doit fuir. Et là, c'est la fuite, mais vraiment la fuite à deux, et même la fugue un peu, parce qu'il y a de jolis motifs dans la campagne et tout, entre un père et une fille, dont évidemment les pensées politiques sont tellement différentes. Oui. La fille, elle a 20 ans, la seule chose qu'elle aimerait faire, c'est pouvoir continuer à faire du handball dans son collège, acheter des jeans un peu sexy, et elle est obligée de fuir avec un homme de conviction parce qu'il ne les a pas vraiment renié ses convictions. Et juste de l'autre côté, en Italie, la famille de cet homme, qui est toujours vivante, sa sœur, sa mère, subit de loin cette fuite. C'est-à-dire que eux, ils sont interrogés. Avez-vous des nouvelles? Est-ce qu'il vous a donné des nouvelles, etc. Donc, d'un côté, il y a un thriller plutôt familial, une fugue, et de l'autre côté, un thriller un peu italien à l'ancienne, comme on pouvait faire dans les années 70. Deux manières de filmer, deux pays. Et franchement, du coup, la mise en scène nous offre constamment des contre-pieds comme ça, très intéressants. Et il y a une vraie atmosphère. Très bien. Voilà. Et la mise en scène est belle. Ah oui, vraiment. Pour un premier film, chapeau. Merci Guillemette. Alors, on passe à la minute de Thierry Frémaux, qui aujourd'hui va s'interroger sur quelque chose d'important à Cannes, la peur de l'échec. Quand tout va bien, alors le moindre détail et le moindre petit événement négatif sur le déroulement du festival lui-même apparaît comme une grosse catastrophe quand même, puisqu'on a travaillé pendant plusieurs mois pour sélectionner des films qu'on a aimés et qu'on redonne aux gens. Et quand un film est mal accueilli, pas seulement par la presse, ça se réduit pas seulement à la presse, parce que d'abord la presse donne le tempo, mais après il y a les projections en journée pour les festivaliers, puis il y a les projections de gala. Et il arrive que les films se prennent un mauvais accueil à la presse, en festival, avec les festivaliers et en projection de gala. C'est ça la plus grande catastrophe. C'est-à-dire que des gens qui ont tout donné tombent, sont dans l'échec. Et cet échec est aussi le nôtre, parce qu'on les a amenés là, quoi. Alors demain, nous avons au programme un film américain dont on dit grand bien, on va voir si on a raison de dire grand bien, c'est le film des frères Safdie qui s'appelle Good Times, et puis un film ukrainien de Sergueï Loznitsa qui s'appelle Une femme douce, inspiré évidemment de Dostoïevski. Merci Guillemette, merci Samuel. Merci Pierre, à demain. Et à demain. À demain. Cinérama.